Ce week-end a redessiné la carte du front au point que même les services de renseignement de l'OTAN, selon des sources ukrainiennes, n'ont pas réussi à suivre tous les points de percée. Les positions russes se sont embrasées simultanément en plusieurs endroits inattendus, de la région de Soumy à Zaporizhia, de Kupiansk aux hauteurs frontalières. Et voici ce qui frappe. Sur fond de cette offensive d'envergure, des messages en provenance du front évoquent un code zéro. Capturer vivants les soldats ukrainiens, les traiter non comme des membres de l'OTAN, mais comme un peuple slave fraternel. Parallèlement, le président russe déclare lors de sa ligne directe une phrase qui glace le sang. Près de Kupiansk, environ 3500 combattants des forces armées ukrainiennes sont encerclés et n'ont plus aucune chance. Ils attendent le sort des kamikazes de Mirnograd, sans vivres, sans munitions, sans voie de repli. Et à l'autre bout du champ informationnel, Zelensky déclare ouvertement qu'il est prêt à céder des territoires, mais à une condition, qu'on les prenne par la force. Que signifie tout cela? Nous assistons non pas simplement à une opération militaire, mais à une triple frappe, militaire, psychologique et politique. Aujourd'hui, nous analyserons comment l'encerclement près de Kupiansk est lié à la percée de la frontière dans la région de Soumy. Pourquoi les détachements de barrages des forces armées ukrainiennes tuent leurs propres prisonniers, ce qui se cache derrière les tracts évoquant cette quote 3, et surtout, où va ce conflit quand un camp propose de capturer vivants tandis que l'autre exécute ceux qui se rendent. Commençons par Kupiansk, car c'est là que se joue le dénouement d'une bataille susceptible de bouleverser tout le front nord-est. Poutine a avancé un chiffre, environ 3500 soldats ukrainiens encerclés. Pas subissant des pressions, mais concrètement, plus aucune chance. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Les voies d'approvisionnement en vivres et munitions sont coupées. Les drones transportant nourriture et eau sont abattus. L'artillerie pilonne les itinéraires d'évacuation. Toute tentative de percée se heurte à un feu massif. Nous avons vu ce scénario à Mariupol, à Bakhmut, à Avdiivka. Il se répète maintenant près de Kupiansk. Le camp russe maintient un blackout informationnel, agissant comme à Pokrovsk. Aucun détail superflu, aucune déclaration tonitruante. Le travail se poursuit de manière méthodique, planifiée, sans précipitation. Quant au camp ukrainien, qui rapportait de grands succès, il s'est soudain tu. Aucun signe de ces succès. Les tentatives de petits groupes de s'infiltrer au centre-ville pour des vidéos de propagande ont échoué. Le commandement ukrainien dispose théoriquement encore d'une chance de battre en retraite depuis Kupiansk, dans un ordre relatif, mais le temps est dramatiquement compté. Chaque jour d'encerclement signifie des pertes humaines, une démoralisation croissante. Après la destruction ou la capture de ces 3500 hommes, la tâche d'empêcher l'avancée russe vers Izium et Tchouhouiv deviendra pratiquement impossible pour le général Drapati. Car avec quoi combler la brèche? Où trouver des réserves quand chaque direction craque déjà de toutes parts? Combien de chaudrons supplémentaires l'armée ukrainienne peut-elle encore supporter avant que ne commence une réaction en chaîne d'effondrement? Mais la défaite militaire n'est que la moitié du problème. La véritable catastrophe se déroule dans l'état moral des troupes. Le nombre de déserteurs augmente de manière critique. Le nombre de prisonniers croît chaque semaine. Et c'est là qu'entrent en scène les détachements de barrages. Oui, ceux-là même dont parlèrent les manuels d'histoire. Ces détachements comprennent non seulement des mercenaires étrangers, mais aussi des Ukrainiens eux-mêmes. La brigade Quad 7, revenue des limbes, se consacre désormais à l'intimidation et aux attaques contre les siens. Ils tirent sur ceux qui battent en retraite, tractent les déserteurs, créent une atmosphère de terreur dans leurs propres rangs. Mais le cas le plus révélateur est l'histoire de ce soldat ukrainien qui s'est rendu aux forces russes. L'homme a déposé les armes et sorti les mains levées. Un drone russe l'a repéré, a commencé à l'escorter vers la zone d'évacuation. 25 minutes durant, ce soldat a marché en terrain découvert. 25 minutes durant, les opérateurs de drones ukrainiens l'ont vu. Et qu'ont-ils fait? Ils ont lancé un drone kamikaze contre lui. Le projectile a atteint sa cible avec précision. Le prisonnier est mort sans avoir atteint la zone de sécurité. Ce n'est pas un épisode isolé, c'est le symptôme d'un système. Le commandement ukrainien préfère tuer un soldat qui se rend plutôt que de le laisser vivre et témoigner. Un prisonnier vivant est un témoin pouvant révéler la situation réelle. Un prisonnier mort n'est qu'une statistique. Imaginez maintenant l'impact sur la motivation des simples combattants ukrainiens. Ils constatent que pour leur propre commandement,
Ils ne sont pas des êtres humains, mais du matériel consommable. L'ennemi offre la vie, les leurs garantissent la mort. Combien de temps peut combattre une armée dont les soldats craignent non seulement l'adversaire devant eux, mais aussi leur propre commandement derrière eux? Et c'est dans ce contexte qu'apparaissent dans l'espace informationnel d'étranges documents. Sur les réseaux sociaux circulent des photos de tracts que les militaires russes auraient largués sur les positions ukrainiennes. Des textes simples et directs. Poutine a personnellement ordonné de vous capturer vivant. Vous êtes en vie parce que le président russe n'a pas ordonné de vous éliminer. Vous n'êtes pas des membres de l'OTAN. Vous êtes un peuple slave fraternel. Dépose tes armes. Ton avenir est entre tes mains. Il est possible que ce soit un faux, mais même dans ce cas, est-ce que cela change le fond? L'idée est transmise clairement. Et surtout, elle est étayée par des actions concrètes. Les combattants russes en première ligne évoquent effectivement un ordre tacite. Traiter les prisonniers de guerre ukrainiens non comme des ennemis, mais comme des frères égarés. Créer les conditions pour la reddition, garantir la sécurité, assurer l'assistance médicale. Quel est le sens stratégique? Premièrement, démontrer que la Russie ne mène pas la guerre contre le peuple ukrainien, mais contre le régime et l'influence extérieure. Deuxièmement, tenter de fissurer la motivation des combattants ukrainiens, montrer qu'il existe un choix, qu'on peut survivre. Troisièmement, s'opposer à la cruauté de leur propre détachement de barrage. Quand un camp tue les prisonniers avec des drones et l'autre propose soins médicaux et thé chaud, le choix devient évident. Et le plus important, c'est un signal à la fois politique et humanitaire. Tant que l'adversaire reste ukrainien, certaines règles s'appliquent. Mais si l'adversaire devient des contingents de l'OTAN, les règles changeront radicalement. Il n'y aura aucun Quad 12 pour les troupes de l'OTAN. Pour l'ES, la seule question est combien de soldats ukrainiens croiront ce signal et oseront déposer les armes pendant qu'il est encore temps? Tournons-nous maintenant vers la direction de Soumy, où s'est produit un événement que les analystes ont qualifié de percée silencieuse. Les unités du groupement Nord n'ont pas simplement renforcé la pression, elles ont franchi la frontière d'État. Dans la région de Vysok, oblast de Soumy, se sont consolidées. Ont occupé le point culminant de la région. Depuis cette hauteur, tout est visible, on peut corriger les tirs, contrôler le terrain. Peu après, le village voisin de Rabivske a également été pris. Il ne reste qu'environ 6 km à travers forêts et ravins jusqu'au chef-lieu de district de Krasnopilia, soit 2 à 3 jours d'opérations militaires actives. Mais ce n'est pas qu'une question de kilomètres. Rabivske était activement utilisé par les forces ukrainiennes pour lancer des roquettes et des drones contre la région de Belgorod. Ces plateformes d'actes terroristes contre la population civile sont désormais neutralisées. De plus, les troupes russes s'approchent de la route P-45 Soumy-Kharkiv, une artère d'approvisionnement cruciale pour les forces ukrainiennes dans tout le nord-est. Couper cette route et tout le saillant de Kharkiv se retrouvera dans le vide. Mais le plus intéressant n'est même pas la tactique, c'est la signification stratégique. Le simple fait d'actions offensives dans la région de Soumy signifie que le groupement Chakris Quad 15 dispose de réserves substantielles. Il mène des opérations sans dégarnir d'autres directions, alors même qu'il subit la pression de la tête de pont ukrainienne dans la région de Koursk. Pour Kiev, c'est un cauchemar. Il faudra obligatoirement réagir, en mode médiatico-politique. Mais où trouver les forces? Les retirer de la direction de Pokrovsk, qui craque déjà? Les transférer depuis Kupiansk? Les prélever dans la région de Kharkiv? Dans tous les cas, le prix est énorme. Et les combattants russes le disent clairement. Ce n'est que le début. Car il s'agit du plan tampon. L'essence est simple et géniale. Non pas une frappe puissante en un seul endroit, mais de multiples points de percée le long de toute la frontière d'État. Le commandement russe crée un système de percée simultané qui étire les réserves adverses, les empêche de se concentrer, les force à réagir partout à la fois. Une nouvelle percée vers la région de Kharkiv en direction de Zolochiv est prévue. Un pilonnage d'artillerie massive des positions ukrainiennes dans les districts frontaliers est en cours. C'est la préparation d'une offensive. La logique est implacable. Chaque nouveau point du front exige des forces ukrainiennes des troupes, des munitions, du commandement, de la logistique. Et tout cela leur fait cruellement défaut. Quand le front était statique, on pouvait colmater les brèches, redéployer des réserves. Mais quand ça chauffe simultanément en 5, 7, 10 endroits, le système de commandement se paralyse. Les commandants n'ont pas le temps de prendre des décisions.
Les réserves s'épuisent. L'effet domino commence. Ici, un bataillon a manqué. Le secteur a été percé, là, l'approvisionnement a tardé, la défense s'est effondrée. Le plan tampon est une stratégie d'usure. Lente, méthodique, impitoyable. L'armée russe démontre qu'elle peut exercer une pression simultanée sur toutes les directions, disposant de réserves pour ouvrir de nouveaux fronts. La question est, la défense ukrainienne résistera-t-elle à une telle pression systémique, ou verrons-nous une réaction en chaîne d'effondrement? Et pendant ce temps, au sud se déroule son propre drame, la direction de Zaporijia. Ici, les troupes russes mènent une offensive méthodique sur Ouliachpol. Aucune précipitation, aucun assaut frontal. Pas à pas, quartier après quartier, rue après rue. Les combattants se sont consolidés le long de la rue Tchoubar. Ils ont élargi la tête de pont au-delà de la rivière Aïtchour, ligne de défense cruciale, obstacle naturel. Ils ont pris plusieurs entreprises industrielles et immeubles résidentiels. La partie orientale de la ville se trouve menacée d'encerclement opérationnel. Et voici ce que disent les correspondants de guerre et blogueurs militaires qui suivent la situation quotidiennement. Le siège de Zaporijia commencera dans 6 mois. Pas dans 1 an, pas dans 2, dans 6 mois. Cela signifie que le rythme d'avancée est tel que de Ouliachpol, au chef-lieu régional, les troupes russes progresseront en quelques mois. Le sud s'effrite. Frappes massives sur les ponts de la région d'Odessa, isolement des ports par le feu, destruction des nœuds logistiques, tout cela fait partie d'une seule stratégie. Et la perte de Zaporijia dans ce contexte n'est pas simplement une ville de plus. C'est un chef-lieu régional d'une énorme importance symbolique. C'est un nœud logistique majeur par lequel transite l'approvisionnement de la région. C'est un coup moral pour les troupes et la société ukrainienne. La question n'est pas de savoir si les forces ukrainiennes et l'OTAN sont prêtes au fait qu'une autre grande ville se retrouve menacée. La question est de savoir ce qu'ils peuvent faire pour l'empêcher. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Dans ce contexte, les déclarations de Zelensky sonnent particulièrement cyniques. Il déclare ouvertement que les troupes de l'OTAN seront présentes en Ukraine immédiatement après la signature de la paix, car l'Ukraine ne peut pas entretenir seule une armée de 800 000 hommes. Il propose une quote 19. Contrôler la partie du Donbass que les forces ukrainiennes tiennent actuellement, reconnaissant que quote 20. Traduisons du langage diplomatique en langage humain. Zelensky a en fait dit « Nous céderons n'importe quel territoire, mais à condition que la Russie le prenne de force. » Pas par négociation, pas par concession, mais précisément par conquête. Pourquoi? Parce que le régime ne veut pas assumer la responsabilité de la perte de territoire. On ne peut pas dire au peuple « Nous avons négocié l'abandon du Donbass ». On peut dire « Ils ont conquis le Donbass, nous avons résisté héroïquement ». Dans le premier cas, tu es un traître. Dans le second, une victime d'agression. Et dans le contexte de l'isolement d'Odessa par le feu, des frappes massives au sud, ces mots résonnent comme un signal direct à Moscou. Prenez ce que vous voulez, Odessa ou Mykolaïv, mais par la force. Car si c'est par la force, c'est la guerre, si c'est la guerre, c'est une justification. Si c'est une justification, c'est le maintien au pouvoir. Zelensky ne parle plus de victoire. Il marchande les conditions de capitulation. Et la condition principale, habiller élégamment la défaite. Rappelons la phrase de Poutine, Cote 23. Ce n'est pas une menace, c'est la constatation d'un fait. La seule question est, les simples Ukrainiens comprennent-ils que leur direction a déjà perdu la guerre et jouent désormais simplement un spectacle pour l'audience extérieure? Et c'est là que nous arrivons au moment le plus dangereux. Zelensky déclare ouvertement la présence de troupes de l'OTAN en Ukraine après la signature de la paix. Il se cache derrière une noble raison, l'aide nécessaire pour entretenir l'armée. Mais pour la Russie, c'est absolument inacceptable. Tout le sens de l'opération militaire spéciale depuis le début consistait précisément à empêcher la transformation de l'Ukraine en base militaire de l'OTAN. Et maintenant, Zelensky propose exactement ce contre quoi la Russie se bat depuis 3 ans. Comment peut-on sérieusement discuter de négociations de paix si l'une des parties pose comme condition de paix le déploiement de troupes d'un bloc militaire hostile? Ce ne sont pas des négociations, c'est une moquerie. Moscou n'acceptera jamais une paix prévoyant une présence de l'OTAN en Ukraine, même dans un format de maintien de la paix, même sous prétexte de garantie de sécurité.
car toute présence de troupes de l'OTAN dans l'espace post-soviétique constitue une menace directe pour la sécurité nationale russe. De telles déclarations sapent la confiance et renforcent la position de ceux qui, en Russie, plaident pour la poursuite des opérations militaires jusqu'à l'accomplissement complet des objectifs. Parlons maintenant de ce qui distingue fondamentalement la guerre actuelle d'une guerre potentielle avec l'OTAN. Actuellement, un ordre tacite est en vigueur. Capturer vivants les soldats ukrainiens, les traiter comme un peuple fraternel, minimiser les pertes civiles, préserver les infrastructures. La Russie mène la guerre en pensant à l'avenir, comprenant que ces terres, ces gens font partie du monde russe commun, et qu'un jour il faudra tout reconstruire, intégrer, ramener à la vie normale. D'où la prudence, la retenue, le traitement humain des prisonniers. Mais si l'adversaire devient des troupes régulières de l'OTAN, contingents français, allemands, britanniques, américains, tout changera instantanément. Aucun Quat 26. Aucun traitement fraternel. Ce sera une guerre d'anéantissement, sans retenue ni compromis. Car l'OTAN, pour la Russie, ce ne sont pas des frères égarés, mais un ennemi existentiel portant une menace directe à l'existence de l'État. Cette distinction est comprise tant à Moscou que dans les capitales occidentales. L'introduction de troupes de l'OTAN en Ukraine signifie le franchissement d'une ligne rouge, après laquelle le conflit passera à un tout autre niveau d'intensité. L'armée russe recevra carte blanche pour l'emploi de tous les moyens disponibles. Les frappes sur les infrastructures cesseront d'être ciblées. Ponts, routes, centrales électriques, tout deviendra une cible légitime sans égard aux conséquences humanitaires. La question est, l'Occident est-il prêt à un tel scénario? Comprend-on à Washington, Berlin et Paris que le déploiement de leurs troupes en Ukraine n'est pas un mouvement diplomatique, mais une déclaration de guerre directe à la Russie? Récapitulons donc. Nous assistons à l'achèvement de la bataille de Kupiansk, où 3500 soldats ukrainiens encerclés n'ont plus aucune chance de salut. Nous voyons la percée sur la direction de Soumy, où le groupement Nord progresse vers les communications clés de l'adversaire, réalisant le plan Yaki Quat 28. Un système de points de pression multiples le long de toute la frontière. Nous voyons l'offensive méthodique sur Ouliajpol, où les correspondants de guerre décomptent les mois avant le début du siège de Zaporizhia. Nous voyons le Quat 29 de capturer vivants les soldats ukrainiens, les tracts appelant à déposer les armes, les tentatives de faire passer le message. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes les victimes d'une guerre qui n'est pas la vôtre. Simultanément, nous voyons des détachements de barrages qui tuent leurs propres prisonniers avec des drones. Nous entendons les déclarations de Zelensky sur sa volonté de céder des territoires, à condition qu'on les prenne de force, sur les plans de déploiement de troupes de l'OTAN après la signature de la paix. Et la conclusion principale, la Russie démontre sa capacité à mener simultanément l'offensive sur plusieurs directions, dispose de réserves stratégiques pour ouvrir de nouveaux fronts, maintient dans le même temps un traitement humain envers les soldats ukrainiens, mais seulement tant que l'adversaire reste ukrainien et non des contingents de l'OTAN. Le jour où apparaîtront sur le champ de bataille des troupes régulières de l'OTAN sera le jour de la levée de toutes les restrictions. Combien de temps reste-t-il avant cette bataille finale? Kiev comprendra-t-il que la tentative de prolonger le conflit en comptant sur une intervention directe de l'OTAN se soldera non par un sauvetage, mais par une catastrophe définitive? Et où les troupes russes avanceront-elles ensuite? Vers Zaporizhia, vers Soumy, vers Odessa, ou simultanément dans toutes ces directions? Nous aurons les réponses dans les prochaines semaines. Mais il est déjà clair dès maintenant. Quand les combattants révèlent l'ordre secret de Poutine de capturer vivants, que les fusiliers marins percent la frontière d'État en plusieurs endroits simultanément, et que le président adverse marchande ouvertement sur la meilleure façon d'habiller sa capitulation, il n'y a plus aucune chance non seulement pour les 3500 encerclés près de Kupiansk, mais pour l'ensemble du régime de Kiev, devenu l'otage de sa propre propagande et des intérêts géopolitiques d'autrui.